les besoins, mais assurez-vous qu'on va répondre à toutes vos questions. On va prendre le temps de vraiment répondre à vos questions. Nous informons aussi qu'au cours de ce webinaire, la présentation se fera en français. Cependant, pour vous aider à mieux comprendre la présentation de ce soir, plusieurs images ont été utilisées dans le diaporama. De plus, durant la période de questions, il y aura des interprètes espagnols, anglais, arabes et roumains qui seront disponibles pour traduire vos questions et ensuite vous traduire la réponse. Il suffira de faire la demande dans la conversation ou de lever la main dans la barre en haut de lever la main. Prenez note que vos micros devront rester fermés tout au long de la présentation, mais lors de la période de questions, on pourra ouvrir les micros. Donc, voilà. Lynn, est-ce que tu peux changer la diapo, s'il te plaît? Une autre fois. Merci. Ce soir, je ne suis pas seule pour vous accueillir. Je vous présente Madame Nathalie Lavoie, qui va être avec nous, qui est directrice d'école, et Madame Valérie Labrie et Madame Lynn Gagné, conseillère pédagogique pour les maternelles 4 ans et 5 ans. De plus, se joignent à nous nos collègues Manel Cid et Véronique Maez, ergothérapeutes, ainsi que Michael Favre et Stéphana Priala, psychoéducatrices qui œuvrent auprès de nos enfants de la maternelle. Et n'oublions pas nos partenaires, Marie-Ève Carpentier du 6 de Laval. D'ailleurs, elles termineront cette présentation en vous expliquant comment rejoindre les organismes communautaires qui soutiennent les familles de différentes façons. Pour les mots de bienvenue, je laisse la parole à Madame Lavoie et Labrie. Donc, Nathalie, je te laisse la parole. Alors, bonsoir tout le monde. Ça me fait vraiment plaisir d'être avec vous ce soir. C'est un réel plaisir pour nous tous aussi de vous accueillir. Nous vous souhaitons donc la bienvenue parmi nous ce soir. Le Centre de services scolaires de Laval est heureux d'accueillir vos enfants. La collaboration entre la famille, l'école et la communauté, c'est vraiment une formule gagnante pour soutenir les enfants dans la transition vers la maternelle. En effet, tous ensemble, nous nous soutenons et nous agissons en complémentarité, comme en témoigne le panel de ce soir, afin de former un environnement qui est sécurisant et répondre aux besoins des tout-petits. Nous souhaitons que chaque enfant soit accueilli avec son bagage qui lui est propre. Nous souhaitons que c'est ainsi qu'il pourra développer son plein potentiel et être heureux à l'école tout au long de son parcours. C'est d'ailleurs comment j'explique le rôle d'une directrice d'école aux tout-petits. Mon rôle à moi, c'est de faire en sorte que tous les enfants à l'école soient heureux. Donc, puis en plus, cet objectif-là est au cœur du nouveau programme SIC 4-5 ans de l'éducation préscolaire du Québec. Donc, ce soir, c'est une première invitation à collaborer tous ensemble pour favoriser la réussite éducative de votre enfant. Nous vous offrons ce webinaire pour vous soutenir dans cette première transition scolaire. Nous partagerons plusieurs ressources intéressantes tout au long de la rencontre. Mes collègues du préscolaire déposeront ces documents dans la conversation. Cependant, sachez que vous aurez accès à tous ces liens car la présentation sera déposée sur le site Internet du Centre de services scolaires. La présentation devrait être déposée un peu vers le 15 mai prochain. Ainsi, je souhaite laisser la parole à Mme Labrie pour la suite. Merci beaucoup. Alors, bonsoir, chers parents. Nous avons très hâte de pouvoir accueillir chacun de vos enfants dans nos classes. D'ici l'été, nous allons continuer de nous préparer pour apprendre à mieux connaître votre enfant. Vous serez aussi de votre côté invité à mieux connaître l'école de votre enfant très bientôt. Vous allez devoir surveiller vos courriels parce qu'il y aura d'autres communications qui vous seront envoyées par l'école à laquelle est inscrit votre enfant. Ce soir, nous allons parler du programme d'éducation préscolaire. En plus du programme, nous vous proposerons quelques pistes pour vous aider, pour aider en fait votre enfant à se préparer tranquillement pour la rentrée scolaire. Le webinaire de ce soir ne répondra donc pas aux questions spécifiques
face à l'école de votre enfant, étant donné que vous venez de différents secteurs de Laval et que vos enfants ne fréquenteront pas tous la même école. Par contre, sachez que la plupart des écoles organisent des rencontres d'information destinées aux parents, puis c'est durant ces rencontres qu'on va vous expliquer le fonctionnement de l'école, l'horaire de l'école, les modalités pour l'inscription au service de garde, les règles, le déroulement de la rentrée, ainsi de suite. On peut maintenant passer à la prochaine diapo, l'entrée à l'école. Donc, c'est un grand changement dans la vie de votre enfant, puis dans la vôtre aussi. Pour certains, ce sera une grande source de bonheur, d'excitation. Pour d'autres, ce sera plutôt stressant. Et pour la plupart, je vous dirais que c'est un beau mélange de tout ça, puis c'est bien normal. Pourquoi la rentrée à la maternelle peut occasionner un stress chez votre enfant? Bien, c'est parce qu'il devra faire face à plusieurs changements, entre autres dans son horaire, ses routines. Aussi, il passera ses journées dans un endroit qu'il connaît probablement très peu ou pas du tout pour l'instant. Ce sera également des nouvelles personnes qui vont prendre soin de lui. Et puis, contrairement à la garderie, s'il y allait, où il était rendu le plus vieux dans les enfants, mais maintenant à l'école, il va être rendu le plus petit. Il va donc devoir faire face à plusieurs changements. Mais ce qui va pouvoir, dans le fond, aider votre enfant, c'est de prendre le temps de discuter de cette nouvelle étape avec lui, de l'écouter, de le rassurer. Souvent, ça fait la différence. Votre enfant va vivre des changements du stress, mais il y aura aussi des changements pour vous. Notamment dans la façon de communiquer avec l'adulte responsable de votre enfant. Le suivi de la garderie, celui de l'école, ne sont pas tout à fait les mêmes. À l'école, la communication n'est pas aussi spécifique et quotidienne. Ça demande progressivement une certaine adaptation, mais sachez que même si l'enseignante de votre enfant communique moins souvent avec vous, l'enseignant a quand même le goût de vous connaître, de vous entendre, puis de travailler en collaboration avec vous. Parce que peu importe, vous demeurez l'expert de votre enfant. Vous allez voir, peu à peu, en quelques semaines, vous, votre enfant, vous allez être habitué à cette nouvelle réalité. Puis n'oubliez pas que les membres du personnel de l'école seront là pour vous accompagner dans cette transition. Maintenant, pour ce qui est du mandat du préscolaire, bien, en fait, avant de parler du mandat du préscolaire, je veux vous dire que pendant la présentation, vous entendez parfois le mot préscolaire et à d'autres moments, on parlera de maternelle. Dans le système scolaire québécois, le mot préscolaire et maternelle veut dire la même chose exactement. Donc, je vais être certaine qu'il n'y ait pas de confusion. C'est ça. Alors, avant de parler du mandat, on trouvait important de vous préciser que le seul critère pour entrer à la maternelle est d'avoir 5 ans avant le 1er octobre pour la maternelle 5 ans et 4 ans, toujours avant le 1er octobre, pour le préscolaire 4 ans. Donc, il n'y a aucune autre attente particulière. Ceci étant dit, je vous parle maintenant du mandat de l'éducation préscolaire. Le mandat de l'éducation préscolaire il est établi par le gouvernement du Québec, puis c'est de favoriser le développement global de tous les enfants. Quand on parle de développement global, on parle du développement de l'enfant dans son entièreté, que ce soit au niveau moteur, affectif, social, au niveau du langage, au niveau cognitif. Puis pour ce faire, on va lui offrir un milieu de vie sécurisant, bienveillant, inclusif. Aussi, on va cultiver le plaisir d'explorer, de découvrir, d'apprendre. Puis, nous mettrons en place les bases de la scolarisation. Si vous le voulez bien, on va s'attarder davantage sur le deuxième point, qui parle du plaisir d'explorer et d'apprendre. Parce que nous trouvons important que vous sachiez qu'au préscolaire, la façon qui est privilégiée pour les apprentissages, c'est par l'entremise du jeu. Ce qui nous amène tout de suite à notre prochaine diapositive. Donc, apprendre par le jeu. À la maternelle, comme je vous disais, le jeu prend une place importante. Vous voyez ici, sur la diapositive, des espaces jeux d'une classe de maternelle. Dans l'encadré rose, à gauche de l'écran, on retrouve un coin bloc où il y a des blocs de bois, il y a des petits autos, souvent dans ce coin-là, il va y avoir des figurines. Votre enfant va pouvoir reconstruire des ponts, des autoroutes, des châteaux. Ce type de jeu va lui permettre de développer sa créativité, de travailler en collaboration, de développer même des habiletés mathématiques en comparant, mesurant, regroupant les blocs. Les enfants développent aussi leur langage et leur compréhension en échangeant leurs idées avec les autres. Puis bon, comme vous pouvez voir, les jeux de construction sont d'une très grande richesse au niveau des apprentissages. À côté, dans les encadrés jaunes et mauves, on voit un coin de jeu de manipulation puis un coin de jeu de société.
Chaque classe a du matériel différent, mais la plupart du temps, on va y retrouver des jeux de logique, des casse-têtes, des jeux de construction de style Lego, différents jeux de société. Grâce à ces jeux, votre enfant va développer sa motricité fine, son raisonnement mathématique, il va apprendre aussi à planifier, interagir avec les autres, bon, et plein d'autres choses. Pour ce qui est du coin lecture qu'on peut apercevoir dans l'encadré turquoise, il a souvent une place de choix dans les classes. Dans cet espace calme, votre enfant aura plusieurs livres à sa disposition, comme des albums, des documentaires, des cherche-trouve, peut-être même des bandes dessinées sans texte. Il va apprendre la façon d'utiliser un livre, imiter les gestes d'un lecteur, hein, comme suivre la ligne avec son doigt. Aussi, bien, avec le temps, il va arriver à reconnaître certaines lettres, peut-être même certains mots. Alors voilà, c'est donc un espace qui va donner le goût aux enfants de lire ou du moins d'explorer les livres, puis la lecture. Finalement, le coin de jeu symbolique, dans l'encadré vert à droite, c'est l'endroit où l'on joue à faire semblant. Au début de l'année, ça va souvent être un coin maison. Ensuite, il pourra se transformer peut-être en coin hôpital, en coin fleuriste. Bon, ce sera au gré de l'imagination de l'enseignante. Lorsque votre enfant décidera de jouer dans le coin symbolique, il va apprendre à s'exprimer, à donner ses idées, à écouter les autres. Il devra également partager, attendre son tour. Il va découvrir de nouveaux mots également. Il va aussi, avec le soutien de l'enseignante, apprendre à résoudre les conflits, les coups de chicane qui vont survenir lors du jeu. Dans ce coin, l'enseignante va également mettre du matériel à la disposition des enfants pour leur donner le goût d'écrire, de compter. Vous allez voir, votre enfant va apprendre dans ce coin-là sans même s'en rendre compte. Comme vous voyez, le jeu est une approche qui offre une multitude d'occasions d'apprendre, de se développer. C'est reconnu par la recherche que le jeu est la façon privilégiée d'apprendre pour les enfants jusqu'à 7 ans. C'est donc pas un hasard si les enfants ont des périodes de jeu pour jouer, pour apprendre au préscolaire. Je vais en profiter par le fait même pour vous enlever peut-être à vous, chers parents, une possible pression que vous vous mettez sur les épaules. Il n'est vraiment pas nécessaire d'acheter ou de faire faire à votre enfant les fameux cahiers d'exercice qu'on retrouve chez Costco, Walmart ou autres grandes surfaces pour qui vont soi-disant préparer votre enfant à la maternelle. Et non, si votre enfant a le goût par lui-même de le faire, c'est correct. Mais sinon, il sera plus gagnant de le faire, exemple, jouer avec de la pâte à modeler pour développer les petits muscles de ses doigts, de jouer avec lui à des jeux de société pour qu'il apprenne à attendre son tour, qu'il développe son vocabulaire, ou bien de l'amener au parc pour qu'il puisse courir, grimper dans les modules pour développer son tonus, sa coordination. Bref, à l'âge de votre enfant, il faut s'appeler le super pouvoir du jeu. Si vous voulez savoir un peu plus à quoi ressemble vraiment une journée de maternelle, on vous met ici, dans le fond, on va vous partager un lien qui va mener vers la vidéo, une vidéo qui présente une journée type au préscolaire. Si ma mémoire est bonne, la vidéo a été filmée dans une classe de la Rive-Sud, mais bon, à Laval, c'est très semblable aussi ce qui se passe dans nos classes de maternelle. Ce serait même une bonne idée de regarder la vidéo avec votre enfant. Donc, de cette façon-là, il va pouvoir discuter peut-être avec vous, vous faire part de ses attentes, de ses désirs, peut-être de ses craintes face à la maternelle. Puis aussi, plus il aura vu d'images de ce à quoi va ressembler son futur environnement, plus il va être sécurisé. Alors voilà, puis je tiens à rappeler là, que dans le fond aussi, les hyperliens vont se trouver dans la boîte de conversation, mais également sur le site du Centre de services scolaires de Laval, donc vous pourrez retrouver toutes les informations. Alors voilà, Jackie, je te cède la parole. Merci Valérie. Donc maintenant, comment accompagner son enfant avant, pendant et après la rentrée à la maternelle. Pour cette section, je vais donner la parole à Michaela et Stéphana, qui sont deux psychoéducatrices, qui œuvrent auprès de nos maternelles. Donc, je vous laisse la parole, les filles. Merci, Jackie. Donc, oui, bonjour, chers parents. En fait, en tant que parent, vous êtes vraiment le premier éducateur de votre enfant. Vous êtes la personne qui le connaissait le mieux. Votre implication est très importante, en plus d'être un levier incontournable de la réussite éducative de votre enfant. L'entrée à la maternelle va apporter beaucoup de changements dans la vie de votre enfant, mais dans la vôtre aussi. Il est important d'accompagner votre enfant dans cette grande transition, que ça peut être difficile pour lui.
Au cours de cette période chargée de nouveautés, le stress peut s'exprimer de différentes façons chez votre enfant. C'est possible, par exemple, qu'il pleure beaucoup, qu'il soit plus turbulent, qu'il ait moins d'appétit, moins d'entrain, même qu'il n'ait pas envie de jouer avec ses amis ou qu'il ait de la misère à s'endormir. C'est possible que vous ne le reconnaissiez pas dans le premier mois d'entrée à l'école, mais ne vous inquiétez pas, il est tout simplement en adaptation à sa nouvelle réalité. Puis, avec votre soutien, il va retrouver son équilibre petit à petit. Donc, on vous propose, dans le fond, quelques façons d'accompagner votre enfant pour apprivoiser les grandes émotions de la rentrée. Premièrement, on vous encourage à observer et écouter votre enfant. Ça va vraiment vous permettre de mieux comprendre les émotions qu'il vit. Si vous portez attention aux signes corporels et au comportement de votre enfant, comme ses gestes et ses paroles, ça va vous aider à bien comprendre ses émotions. Ensuite, nommer et normaliser les émotions. Toutes les émotions sont normales, hein, elles ont chacune leur place. Il y en a qui sont agréables, il y en a d'autres qui sont plus désagréables, mais on a tous le droit de vivre nos émotions et on a tous aussi le besoin de se sentir compris. En normalisant l'émotion et la façon de l'exprimer, on permet à l'enfant de la vivre, mais surtout, on l'encourage à s'exprimer sur ce qu'il a vécu. Vous pourriez, par exemple, lui dire « Je comprends que tu es triste parce que maman s'en va, c'est normal que tu aies de la peine ». En montrant l'exemple, en fait, vous lui montrez comment bien exprimer l'émotion de la bonne façon. Finalement, on vous encourage à prendre le temps d'être présent et d'être patient. Lui offrir des moments de connexion avant et après l'école, ça va vraiment permettre d'accueillir les petites et les grosses émotions. Puis aussi, de votre côté, vous allez pouvoir partager votre calme de cette façon. Merci beaucoup, Michaela. Alors, il y a certaines pratiques, justement, qui peuvent être très gagnantes pour favoriser l'adaptation de votre enfant à sa nouvelle réalité d'écolier. En voici quelques-unes. D'abord, adopter une communication positive, donc en aidant votre enfant à comprendre les émotions, les inconforts qu'il vit, comment trouver aussi des solutions à travers ce dialogue, mais aussi en ayant vous-même un discours positif envers l'école. Les enfants sont comme des petites éponges. Ils absorbent tout ce qui les entoure et surtout quand ça vient de leurs parents. Ensuite, nommer les attentes et offrir un encadrement bienveillant. La discipline bienveillante, c'est d'instaurer un cadre qui est sécurisant, être ferme tout en étant à l'écoute du rythme et des besoins de l'enfant, puis encourager l'expression des émotions. Il est important d'utiliser des mots que l'enfant comprend, de faire des phrases courtes, à la positive, c'est-à-dire de nommer qu'est-ce qui est le comportement attendu plutôt que l'interdit. Par exemple, demande à ta sœur si elle veut te prêter sa poupée plutôt que n'enlève pas le jouet à ta sœur. Ensuite, établir des limites et des routines. Elles sont non seulement sécurisantes parce que l'enfant sait ce qu'il peut faire et ce qui est interdit, mais cela l'aide aussi à mieux s'adapter à la vie de classe. C'est avec beaucoup de pratique et de répétition qu'il va devenir meilleur. Par exemple, en se pratiquant à accrocher son manteau, à ranger ses bottes. Toutes ces petites actions ensemble vont favoriser son bien-être et son intégration à la vie en groupe. Pour la suite, acceptez que votre enfant fera des erreurs. Elles sont utiles, elles sont importantes. Il en a besoin et il aura besoin aussi de votre bienveillance tout au cours de cette période d'ajustement. L'école et tout ce qu'elle apporte comme petit changement, c'est nouveau pour lui. Il apprendra petit à petit à s'y habituer, mais c'est très important de voir les erreurs comme des opportunités d'apprentissage et de les normaliser. On en fait tous des erreurs. Enfin, féliciter les bons comportements. Les réussites, mais autant que les efforts. C'est important de féliciter votre enfant souvent, de souligner ses bons choix, de l'encourager à persévérer face à une difficulté. C'est comme ça qu'on l'aide à construire sa confiance en soi et sa motivation à apprendre. Alors, saviez-vous que les compétences socio-émotionnelles, elles peuvent être enseignées et pratiquées en classe, mais aussi à la maison? En fait, depuis qu'il est bébé, votre enfant il développe ses compétences émotionnelles et ses habiletés sociales en vous observant et en vous imitant. Comme Stéphana disait, vos enfants sont des petites éponges. Il apprivoise les différentes émotions, les différentes façons de communiquer avec vous et son entourage. Peu à peu, il fait face à différentes situations qui vont lui faire vivre ses grandes émotions et il va apprendre à s'exprimer. Au fil des ans, avec votre aide, il apprendra petit à petit à revenir au calme lors d'une grosse émotion. Ces apprentissages se font par étapes et votre enfant a besoin de vous pour développer ses habiletés qu'il apprendra à appliquer à l'école, mais aussi tout au long de sa vie. Globalement, il s'agit d'apprendre à mieux se connaître et à mieux comprendre les autres, et ce, dans le but de bien vivre ensemble. Voici quelques exemples, en fait, d'apprentissage que votre enfant fera à l'école, autant qu'avec votre accompagnement à la maison. Donc, du côté du moi, donc pour lui, l'enfant, il va apprendre à reconnaître et à exprimer ses propres intérêts, en fait, ce qu'il aime moins. Il apprendra aussi à tolérer des frustrations, puis à identifier et à nommer ses émotions.
Ensuite, pour ce qui est du toi, donc avec l'autre personne, il apprendra à prendre contact avec l'autre personne. Donc, comment ajuster son ton de voix, ses gestes, s'exprimer au jeu. Il va aussi apprendre à utiliser des formules de politesse comme bonjour, s'il vous plaît, merci. Il apprendra aussi à faire des demandes pour répondre à ses besoins. Par exemple, est-ce que je peux aller aux toilettes? Peux-tu m'aider à ouvrir ma banane? Il va aussi apprendre à accepter un refus. Et oui, parfois, l'adulte et un autre enfant pourraient lui dire non. Il ne pourra pas toujours obtenir ce qu'il souhaite et il va apprendre à comprendre la raison de ce refus. Finalement, il apprendra aussi à respecter l'espace de chacun et à accueillir les différences. Pour ce qui est du nous, donc avec les autres amis de sa classe, il apprendra à tolérer l'attente. Est-ce que vous saviez qu'il peut y avoir 17 enfants dans une classe de maternelle 4 ans et 19 en maternelle 5 ans? Ça peut amener beaucoup de situations où on doit attendre son tour. Hein. Par exemple, se laver les mains, on doit attendre les uns derrière les autres. Quand on est deux à vouloir le même livre, quand je veux parler à mon enseignante, mais qu'il y a déjà un ami qui lui parle, etc. Il y aura plein de petites situations comme ça. Et à 4 ou 5 ans, ça peut être frustrant. Mais si on a des occasions de se pratiquer, on devient meilleur. Votre enfant apprendra aussi à collaborer et à partager avec les autres, et ce, même quand il n'en aura pas trop envie. Il va apprendre à respecter les consignes des adultes, puis finalement à trouver des solutions et à faire des choix. Donc, que ce soit un conflit avec un ami ou un problème de la vie de tous les jours, à 4 et 5 ans, votre enfant a besoin de l'aide de l'adulte pour régler ces petits conflits. Ensuite, on vous présente quelques façons pour soutenir votre enfant. Donc, au fil des ans et des expériences, en apprenant à mieux comprendre les émotions de base, votre enfant parvient à mieux se comprendre et petit à petit à expérimenter ce qui peut l'aider à se sentir mieux et comment faire face à une difficulté. Voici quelques idées pour soutenir votre enfant dans ses apprentissages socio-émotionnels. Premièrement, servez de modèle à votre enfant. Donc, on le met tantôt l'importance de nommer les émotions. Eh bien, nommez les vôtres, nommez vos sentiments, vos besoins. Votre enfant apprend en vous observant. Vous pouvez aider votre enfant en nommant vos émotions au quotidien, mais vous pouvez aussi lui permettre de se pratiquer en le guidant à nommer les siennes. Par exemple, je vois que tu es fâché, qu'est-ce qui se passe? Ou qu'est-ce qui te rend heureux ce matin? Travaillez ensuite la reconnaissance des émotions en ayant du plaisir. Donc, suivez les intérêts de votre enfant à partir d'un livre, un jeu de société, même en faisant des grimaces devant le miroir. Vous pouvez aussi afficher des images des émotions à la maison pour que votre enfant y soit exposé quotidiennement. Ensuite, accompagnez votre enfant dans l'expression de soi. Donc, comment nommer ses préférences, ses frustrations, comment faire des belles demandes pour l'aider à se pratiquer à parler pour lui-même. Par exemple, j'aimerais, j'ai besoin, je veux, je suis. Finalement, on vous encourage à jouer avec votre enfant. Jouer ensemble pour apprendre à partager, attendre son tour, résoudre des problèmes. En fait, en vous joignant au jeu de votre enfant, tout comme dans les activités quotidiennes, vous avez une foule d'occasions de vous pratiquer. Puis, comme on le disait tout à l'heure, il n'y a pas mieux que le plaisir pour bien apprendre. La co-régulation des émotions. Mais avant tout, il est important de parler de l'autocontrôle. Chez l'enfant, c'est quoi? C'est la capacité à reconnaître les changements dans son corps, identifier l'émotion, puis l'exprimer adéquatement en adaptant ses comportements et ses paroles. Mais le cerveau de l'enfant à 4-5 ans est en plein développement. À cet âge, il n'est pas réaliste de s'attendre à ce qu'ils puissent réguler leurs émotions et comportements. Les jeunes enfants sont souvent impulsifs, ça fait partie du développement normal du cerveau. Et tous les enfants sont amenés à développer le contrôle de soi, qui est une compétence qui se développe tout au long de la vie, au fur et à mesure que le cerveau et le langage se développent. L'enfant a besoin du soutien de l'adulte à chacune de ces étapes. C'est pour cette raison que la co-régulation avec l'adulte vient avant l'autorégulation. Parce que pour un enfant, l'émotion prend toute la place. Son cerveau est comme déconnecté. Il a besoin que l'adulte partage son calme et l'aide à traverser ses grandes émotions dans cet espace sécurisant qu'on lui offre par notre simple présence. Pour tout dire, la co-régulation, c'est d'utiliser la relation pour apaiser l'émotion de l'enfant, permettant le retour au calme, un état de bien-être et aussi qu'il soit disponible aux apprentissages. Alors, comment soutenir votre enfant? Mais par rapport à la co-régulation, je voulais juste prendre une petite parenthèse et vous dire que les apprentissages socio-émotionnels, ça nécessite, tout comme les apprentissages moteurs, tels qu'apprendre à faire de la bicyclette, par exemple, de la pratique, de la répétition, du temps, des encouragements, l'aide de l'adulte et surtout d'y aller une étape à la fois.
Il existe une tonne de stratégies de régulation des émotions, mais pour qu'elles soient efficaces, l'enfant a besoin du soutien de l'adulte et des stratégies pour avant tout apprendre à reconnaître ses propres signaux de perte de contrôle. Par exemple, quand on devient agité, quand on a chaud, quand on a mal au ventre, comprendre qu'il doit accepter une limite ou tolérer une frustration. Par exemple, dire ce qu'il ressent avec des mots, apprendre à se détendre, à prendre une pause, à respirer avant d'agir, s'arrêter avant qu'il ne soit trop tard. Comment faire des bons choix? Par exemple, la capacité à se retenir de frapper ou de crier, ou bien se retirer lorsque nécessaire. Le besoin aussi de sentir qu'il peut faire confiance aux autres. C'est très, très important et qu'il peut demander de l'aide aux adultes pour répondre à ses besoins. Ensuite, il faut aussi se rappeler que chaque enfant est unique. Ils apprennent à leur propre rythme et celui-ci est le bon pour eux. Chaque enfant évolue et progresse un peu plus à chaque jour. Donc, comment soutenir votre enfant par rapport à la co-régulation? Il faut savoir que sans la connexion, même les meilleures techniques n'auront pas l'effet escompté. L'adulte guide l'enfant en modélisant des stratégies de retour au calme. Alors, on vous suggère par exemple de pratiquer la co-régulation au quotidien en explorant différentes façons de se calmer, de se sentir bien, toujours dans le plaisir. Parce que sachez que c'est à ce moment-là que votre enfant est le plus disponible aux apprentissages. C'est ainsi qu'il pourra ressentir les bienfaits, se faire confiance pour expérimenter ces nouveautés, les utiliser dans d'autres contextes aussi et arriver éventuellement à faire un choix avec son enseignante à l'école lorsqu'il vit de grosses émotions. Par exemple, ça peut être de relaxer par la respiration, de bouger, comme en dansant, en sautant, en courant, de faire une activité qui permet de se changer les idées, de s'occuper les mains. Ensuite, il y aurait le fait d'accompagner votre enfant dans la recherche de différentes solutions possibles, mais surtout ne pas oublier de le guider dans la prise de décision. Et encore là, le laisser faire des erreurs parce qu'il va apprendre énormément de ses erreurs. Par la suite, nommez les signes observables que vous voyez chez votre enfant quand il vit de grandes émotions. La raison pour laquelle ça, c'est très important et utile, c'est que ça l'aidera petit à petit à le reconnaître de lui-même lorsqu'il a besoin d'aide pour se calmer et reconnaître qu'il vit de grandes émotions, qu'il y a des choses qui se passent aussi à l'intérieur de son corps. Par exemple, vous pouvez lui dire ce que vous voyez dans son visage, dans son corps, dans ses gestes. Par la suite, distinguer l'émotion du comportement est très important, tout comme réduire les exigences. On peut lui dire, par exemple, tu as le droit d'être fâché, mais tu n'as pas le droit de frapper. En diminuant les exigences, on augmente les chances de réussite et il faut aussi se rappeler que nous devons nous-mêmes servir de modèle. Merci, Stéphana. Donc, maintenant, on va laisser la parole à nos collègues ergothérapeutes, Véronique et Manel. Elles vont vous partager, en fait, différentes façons, différentes idées pour accompagner votre enfant dans le quotidien. L'intention, c'est de préparer au mieux possible votre enfant pour cette transition vers le préscolaire. Alors, merci. Quand on pense à un enfant d'âge préscolaire, on pense spontanément à un enfant qui bouge tout le temps. C'est simple, à cet âge-là, le besoin de bouger est vraiment très important et c'est parce que votre enfant est en train de développer sa motricité. C'est par le jeu actif que votre enfant développe ses habiletés et elles sont importantes parce qu'elles sont la base des activités de la grande majorité de ce qu'il fait dans une journée. Alors, qu'est-ce que c'est le jeu actif? C'est une activité amusante qui entraîne le mouvement chez l'enfant d'intensité variable impliquant plusieurs parties du corps. J'attire votre attention sur la notion d'intensité variable. Parfois, on a l'impression que ça doit être intense pour être efficace, mais ce n'est pas le cas. C'est vraiment la notion de mouvement et de plaisir qui est à retenir. Donc, comme parent, comment on accompagne son enfant? Mais c'est vraiment en l'encourageant à bouger tout en jouant. Comme votre enfant aura du plaisir, il va être motivé à le faire et vous pourrez lui servir de modèle de cette façon-là. Et puis, rappelons-nous que si dès maintenant, votre enfant développe le goût et le plaisir de bouger, ben, il y a plus de chances qu'il garde cette habitude-là en grandissant et que ça contribue à ce qu'il ait des saines habitudes de vie. Ça fait partie du programme préscolaire de développer les habiletés motrices. Pourquoi? En fait, parce que ça prépare votre enfant pour les activités scolaires qui viendront un peu plus tard là, en vieillissant. Donc, on pense entre autres à la capacité à rester assis plus longtemps, à tenir, à manipuler le crayon et les autres outils scolaires, comme par exemple les ciseaux, la règle ou la gomme à effacer, et aussi éventuellement à copier des formes et des lettres. En ce moment, ce que votre enfant est en train de faire, c'est vraiment de construire la base de tout ça. C'est un peu comme la fondation d'une maison. Donc, c'est vraiment cette étape-là qu'il fait. Et par la suite, il pourra construire ses autres apprentissages dans le futur. Donc, c'est vraiment essentiel pour lui.
Comme parent, qu'est-ce que je peux faire pour l'accompagner? Bien, en fait, en participant avec lui à des jeux qu'il initie, euh, par exemple, explorer son environnement à vélo ou jouer à l'extérieur au parc ou dans le boisé, ou sinon faire des parcours à obstacles dans la maison, c'est de faire du jeu actif. Donc, votre rôle comme parent, c'est vraiment de l'inciter à essayer et à découvrir des activités amusantes où il aura du plaisir, à le suivre dans ses intérêts. Il aura plus envie de participer de cette façon-là. Aussi de s'ajuster au niveau de l'enfant. Donc, de s'assurer de lui offrir quelque chose qui est vraiment à son niveau, qui ne sera pas trop difficile ni trop facile. Et aussi de lui servir de modèle. Si vous avez du plaisir avec vous, il y a des fortes chances qu'il ait envie là, d'embarquer avec vous, comme on peut bien le dire. Donc, concrètement, le jeu actif, à quoi ça ressemble? Vous faites probablement plein de choses à travers ça. Ce qu'on a mis ici là, à l'écran, c'est vraiment des activités qui peuvent être faites à Laval. On est quand même assez chanceux dans nos milieux. On a accès à plusieurs activités qui sont gratuites dans les différents quartiers. On vous encourage, là, si vous êtes intéressé, à vous renseigner auprès de vos organismes communautaires pour voir un peu c'est quoi la programmation qu'il y a dans votre quartier. Donc, si on regarde plus en détail, le jeu actif, ça ressemble à quoi? Donc, ça peut être bouger en nature, ça peut être d'aller jouer au parc et c'est intéressant aussi d'aller explorer différents parcs parce que chacun des parcs a des modules différents. C'est toujours très intéressant et excitant pour un enfant là, de découvrir un nouveau parc et des nouveaux jeux, donc ça peut l'inciter à bouger. Il y a plusieurs jeux aussi qui incluent beaucoup de mouvements, comme par exemple les jeux de tag, les jeux de cachette, ça peut être des bonnes idées. Toutes les activités qui se font en piscine ou dans les jeux d'eau impliquent aussi beaucoup de mouvements. Il y a beaucoup d'activités gratuites dans les parcs auxquelles vous pourriez participer et ça vraiment tout au long de l'année, en toute saison. Donc, ça vaut la peine de regarder ce qui est offert dans notre quartier. Et puis, une autre idée, c'est de pratiquer un sport que votre enfant aime, soit de façon organisée dans une équipe ou dans un club ou vraiment en pratique libre, là, tout simplement. Quand on pense au jeu actif, parfois on pense spontanément à l'extérieur, mais gardons en tête que le jeu actif à l'intérieur, c'est aussi possible et c'est tout aussi intéressant. L'idée, c'est vraiment de bouger un peu à tous les jours pour une certaine période de temps pour permettre une dépense d'énergie et pour profiter des bienfaits du jeu actif sur le corps et la santé de votre enfant. Donc, on n'a pas toujours le temps de se déplacer à l'extérieur ou parfois la météo ne le permet pas. Donc, à la maison, à l'intérieur, on peut soit danser dans le salon, on pourrait faire une séquence de yoga en famille, on peut aussi construire un parcours à obstacles avec des choses qu'on a à la maison, des coussins, tout ça, ou faire des déplacements d'animaux. La brouette, entre autres, là, est une activité que les enfants aiment bien faire. Ou une dernière idée, c'est les jeux qui incluent des mouvements, comme les jeux de Jandy ou le chef d'orchestre. C'est d'autres façons d'aller chercher du jeu actif. Je vais maintenant laisser la parole à ma collègue Manel qui va vous parler d'une autre sphère importante, c'est la motricité fine. Merci Véronique. Donc, votre enfant grandit, il entre maintenant au préscolaire. Vous l'avez remarqué, il devient aussi de plus en plus autonome dans ses activités de tous les jours. Ce qui lui permet d'être de plus en plus autonome, justement, c'est qu'il est plus habile à utiliser ses mains. Donc, la motricité fine est de plus en plus sollicitée. Quand on pense à la motricité fine, on pense rapidement à la manipulation des outils scolaires, le crayon, les ciseaux. Mais en fait, elle se développe principalement en utilisant ses mains pour manipuler toutes sortes d'objets qui ont des formes, des tailles, des poids et des textures différentes. On appelle ça la manipulation. Donc, c'est sur la manipulation qu'on met l'emphase pour un enfant d'âge préscolaire. Le développement de la motricité fine fait aussi partie du programme du préscolaire, la maternelle. Donc, au cours de sa journée, votre enfant aura plusieurs activités qui vont lui être proposées à travers des bricolages, des jeux, qui vont lui permettre de développer ses habiletés. Comme parent, vous faites déjà des activités de manipulation au quotidien. Donc, quand on pense au jardinage, à la cuisine ou à la manipulation de pâte à modeler, ce sont des activités qui vont travailler ses habiletés. En fait, tous les jeux de construction, des jeux de société, la manipulation des craies, les jeux de casse-tête, ça développe sa motricité fine à travers des activités de manipulation qui sont amusantes et toujours dans le plaisir. On entend souvent
que l'enfant devrait avoir certains préalables avant son entrée à la maternelle, là, comme par exemple savoir écrire son prénom ou encore découper sur une ligne. Comme ça a été mentionné tantôt par ma collègue Valérie, ce ne sont pas des vraies attentes, là. C'est, en fait, comme elle a dit, la seule réelle attente, c'est que l'enfant arrive avec au niveau où il est, il sera pris au niveau où il est. Ça fait donc des parties des apprentissages que votre enfant va faire au cours de son cycle de préscolaire. Comme parent, votre rôle, c'est de lui proposer des activités qui incluent les crayons, les ciseaux, mais toujours tenir compte de son rythme et de ses intérêts. Donc, et le plus possible de ne pas avoir trop d'attentes précises. Donc, on ne s'attarde pas aux résultats, mais au processus et au plaisir que l'enfant a et avec vous en plus, parce qu'il va avoir envie de continuer à explorer. Justement, pour des petites pistes pour préparer votre enfant à la maternelle, mais aussi tout au long de son année, on vous propose de vous assurer d'avoir des ciseaux ajustés à la taille de à la taille de la main de votre enfant et que si vous remarquez qu'il est déjà gaucher, ça serait fun de lui proposer des ciseaux de gaucher pour lui permettre de vivre des réussites là, dès son entrée au préscolaire. Aussi, par rapport au dessin ou au coloriage, c'est intéressant de lui proposer une variété de crayons. Des crayons de différentes formes, de différents types et aussi de différentes tailles. Gardons en tête que, encore une fois, le plus important, c'est qu'il ait du plaisir à faire des activités de motricité fine. On le sait, certains enfants auront moins d'intérêt d'emblée pour les activités connues de motricité fine, comme le coloriage, le dessin ou l'enfilage. Mais quand on cible leurs intérêts, on peut être surpris de leur motivation. Comment stimuler cet intérêt-là, justement? Bon, par exemple, en faisant un collier pour une personne qu'il aime, dessiner une carte pour un ami, faire du bricolage pour une personne significative, ou bien encore construire une piste de course tout en suivant ses intérêts comme les petites voitures, ou bien fabriquer une décoration dans sa chambre. C'est le processus qui est important, donc, et non pas le résultat. Montrez-lui que vous êtes fier de son travail en l'affichant sur le frigo, dans la maison, ou en prenant en photo, le garder dans vos photos, on peut le regarder après avec lui. En vous y intéressant, ça va maintenir son intérêt. Chaque enfant se développe à son rythme. Dans les différentes sphères qu'on vous a présentées aujourd'hui, il est normal qu'on observe des variations d'un enfant à l'autre, même s'ils ont le même âge, et ce n'est pas nécessairement inquiétant. Gardez en tête que les enfants évoluent rapidement et qu'il y a plusieurs raisons possibles à ces variations. Si vous avez des inquiétudes concernant le développement de votre enfant en général, n'hésitez pas à le partager à un médecin ou à une infirmière. Vous connaissez très bien votre enfant puis son évolution depuis sa naissance. L'enseignante, avec son expérience du développement de l'enfant, peut aussi vous guider ou vous partager des ressources appropriées. Maintenant, Véronique vous parlera de l'autonomie et de votre rôle à travers tout ça. Merci, Manel. Donc, en fait, le développement de l'autonomie, c'est un sujet vraiment d'actualité quand on a un enfant d'âge préscolaire. Donc, pour aujourd'hui, on va vraiment s'attarder aux activités qui font partie de la routine de l'école. Donc, votre enfant sera dans un nouveau milieu et ça implique obligatoirement une nouvelle routine d'hygiène. Et donc, pour lui, un apprentissage nouveau, même si votre enfant a l'habitude d'utiliser les toilettes depuis longtemps et que vous considérez que c'est un apprentissage qu'il a déjà acquis. Donc, c'est important de savoir que certaines classes de préscolaire ont une toilette dans la classe et que d'autres n'en ont pas. Peu importe la situation, c'est possible que votre enfant ait à utiliser les salles de toilette de l'école à certains moments. Et ça, ce nouvel environnement-là, ça pourrait être insécurisant pour un enfant là, de 4 ou 5 ans s'il ne l'a jamais expérimenté à l'avance. Donc, si vous prenez le temps de pratiquer avec lui avant son entrée à l'école, le fait d'être en votre présence, bien, ça va l'aider à se préparer et ça pourrait le sécuriser. Bien évidemment, l'enseignante de votre enfant va elle aussi à l'école accompagner votre enfant et l'aider dans l'apprentissage de la nouvelle routine. Donc, comme parent, qu'est-ce que vous pouvez faire d'ici la rentrée à l'école? Bien, en fait, vous pourriez encourager votre enfant à être le plus autonome possible en l'encourageant à
utiliser les toilettes seul. Félicitez-le pour chacune des étapes qu'il arrive à faire. Ça va l'aider à continuer d'avoir envie d'essayer. Un petit mot aussi sur la capacité de s'essuyer après une selle. Ça vient plus tard que pour l'urine. Donc, si en date d'aujourd'hui, votre enfant ne le fait pas déjà tout seul et que vous le sentez prêt, ça serait intéressant de commencer avec lui cet apprentissage-là avec votre présence et votre supervision. Donc, comment? Bien, on le laisse commencer, on lui offre notre présence, notre temps et on complète avec lui au besoin jusqu'à ce qu'il arrive à le faire tout seul. Une autre astuce qu'on aime bien partager aussi, c'est que lorsque vous amenez votre enfant dans une toilette publique comme au centre d'achat ou à la piscine dans vos sorties de tous les jours, c'est vraiment une belle occasion là, de lui faire pratiquer les étapes d'aller à la toilette. Il y a certaines étapes qu'on fait à la maison et qui sont un peu différentes là, quand on doit utiliser une cabine de toilette dans une toilette publique. Par exemple, penser à fermer la porte ou regarder si la cabine est libre avant d'entrer. Donc, il y a des petits apprentissages comme ça supplémentaires qui sont intéressants là, de faire avec votre enfant ou en tout cas au moins de lui nommer pour qu'il ait déjà une petite conscience de ça. Sinon, pour les garçons, aussi penser à les exposer aux urinoirs. C'est pas quelque chose qu'on a généralement dans nos maisons. Donc, on peut aussi pratiquer ça avec eux, par exemple, leur montrer comment on doit placer les pantalons pour utiliser un urinoir. C'est des petits coups de pouce là, qu'on leur donne à l'avance pour qu'ils soient moins déstabilisés quand ils vont arriver à l'école. Donc, rappelons-nous, là, je ne les nommerai pas en détail, mais on voit qu'aller aux toilettes, ça implique quand même beaucoup d'étapes et que ce n'est pas pareil comme à la maison. Donc, ça peut être intéressant, comme je disais tout à l'heure, vraiment d'aller remarquer ces étapes-là pour faciliter la tâche pour votre enfant. Sinon, le choix des vêtements, c'est un élément à considérer. Si votre enfant porte des vêtements qui sont faciles à enlever et à enfiler, ça va être aidant pour lui. En tout cas, au moins au début de l'année scolaire, le fait d'avoir certaines attaches ou peut-être d'avoir des vêtements plus ajustés, ça pourrait faire en sorte qu'il y ait besoin d'aide pour utiliser les toilettes. Gardons en tête aussi que le fait que l'école soit un nouveau milieu, ben, les accidents peuvent arriver surtout en début d'année. Même si votre enfant là, utilise sa toilette depuis longtemps et qu'il n'a plus d'accident depuis longtemps à la maison. Ça serait tout à fait normal, là, considérant tous les changements dont on vous parle depuis le début de la rencontre. Donc, peut-être penser à prévoir un peu plus de vêtements de rechange pour être certain que votre enfant aura tout ce dont il a besoin si jamais ça se produit. On va maintenant passer à l'habillage. Donc, dans sa routine d'école, votre enfant aura à mettre et à enlever ses vêtements pour l'extérieur quelques fois par jour, à tout le moins pour chacune des récréations. Donc, à son âge, là, à 4 ou 5 ans, on ne s'attend pas nécessairement à ce que votre enfant soit capable de faire toutes les étapes tout seul. C'est possible encore qu'il ait besoin d'aide pour les lacets ou pour sa fermeture éclair. Par contre, le plus il est en mesure de faire lui-même, le mieux ce sera pour lui, là, ce sera plus facile dans sa routine. Donc, comme parent, qu'est-ce que je peux faire pour accompagner mon enfant dans son autonomie à ce niveau-là? Bien, c'est entre autres en choisissant avec lui des vêtements qui sont peut-être plus faciles à enfiler. Par exemple, on va préférer le cache-cou au foulard. Le cache-cou est pas mal plus facile à enfiler. Sinon, avoir des pantalons avec une taille élastique versus des attaches, ça aussi, ça peut être aidant. De faire le choix de porter des mitaines plutôt que des gants où est-ce qu'on doit mettre chacun des doigts séparément, ça peut être beaucoup plus facile pour un enfant. Et de lui offrir une veste ou un manteau avec une fermeture éclair versus avec plusieurs boutons. Donc, c'est des petites choses à garder en tête là, quand on choisit les vêtements. Sinon, dans l'apprentissage en tant que tel, ben, de lui faire remarquer l'ordre dans lequel on enfile les vêtements. Je pense entre autres là, aux vêtements pour l'extérieur, donc de prendre le temps de lui montrer qu'on met le pantalon de neige avant les bottes. Ça évite quelques petites erreurs et quelques frustrations là, rendues à l'école. Pour l'aider aussi, on peut placer les vêtements à sa portée et si on voit que la séquence est difficile pour lui, peut-être qu'on peut les placer dans l'ordre devant lui. Comme ça va l'aider à apprendre la bonne séquence. Voilà. Donc, on le sait, hein, apprendre à s'habiller pour l'extérieur, ça prend du temps. Votre enfant a besoin de se pratiquer et ça peut être long au début. C'est sûr que quand on est pressé par la routine, c'est peut-être pas le moment idéal pour lui permettre d'apprendre. Votre enfant va sentir que vous attendez un résultat rapide, puis ce ne sera pas les conditions les meilleures pour lui pour vraiment là, apprendre. Donc, essayez de voir dans votre routine, c'est quoi les moments où est-ce que vous vous sentez moins pressé pour vraiment pouvoir prendre le temps avec lui dans quelque chose de plus positif et plaisant et lui permettre vraiment de se pratiquer dans les meilleures conditions. C'est important de le faire dans la complicité et dans le plaisir pour que votre enfant ait envie de participer et qu'il ne voit pas ça comme une corvée à faire. Sinon, on peut aussi utiliser d'autres stratégies
comme par exemple jouer à habiller ses poupées ou ses toutous, ou encore se déguiser avec les vêtements de papa et maman. Ça travaille les mêmes habiletés et parfois c'est plus, c'est plus motivant pour certains enfants. Petit mot sur les souliers. C'est une question qui revient souvent, là, quel type de souliers je devrais choisir pour mon enfant. Donc, on veut choisir des chaussures que votre enfant peut mettre et enlever sans trop grande difficulté. Donc, si vous prenez des chaussures qui ont une ouverture qui est plus grande, ça va être plus facile pour lui d'enfiler son pied. Après, sur le marché, on a toutes sortes d'options maintenant, velcro, lacets, fermeture éclair, élastique. Il n'y a pas nécessairement de bon choix, ça dépend vraiment de ce que votre enfant aime et de l'endroit où est-ce qu'il en est rendu dans ses habiletés. Évidemment, il y a des adultes qui sont présents et qui peuvent l'aider s'il en a besoin, mais c'est sûr que votre enfant a avantage à le faire seul pour pouvoir être prêt plus vite et aller rejoindre ses amis pour jouer. Donc, si jamais votre enfant n'est pas rendu à attacher des lacets tout seul, ben, c'est peut-être plus bénéfique pour lui de réfléchir à une solution alternative. Donc, je poursuis avec un petit mot sur le choix du sac à dos. Peut-être que vous en êtes là ou que vous serez à choisir un sac à dos d'ici quelques mois là, avant la rentrée. Voici quelques pistes pour vous éclairer dans votre choix. Donc, idéalement, on choisit un sac à dos selon la morphologie de votre enfant. Donc, comment est fait votre enfant? On suggère que il ne doit pas dépasser les épaules, que le sac ne devrait pas dépasser les épaules. Il ne devrait pas aussi couvrir les fesses de l'enfant et idéalement ne pas être plus large que le corps de votre enfant. Donc, qu'il est à peu près de la largeur du corps de votre enfant. Pensez aussi que le sac devrait contenir une pochette facteur. Parfois, dans les écoles, ils vont avoir comme une pochette de messages entre la maison et l'école qui est à peu près de 9 pouces par 12 pouces. Donc, ça devrait contenir tout ça, mais en même temps être idéalement dans la morphologie, respecter la morphologie de votre enfant. Et ce qui est plus important, c'est qu'il ne devrait pas être plus lourd que 10 du poids de votre enfant. Donc, une fois rempli, il devrait être moins de 10 du poids de votre enfant. Pourquoi on insiste ou on dit que c'est important? Votre enfant va avoir à manipuler le sac à dos de manière autonome. Donc, on veut favoriser son autonomie, donc pour qu'il puisse le prendre seul et le mettre sur son dos. Il y a aussi à tenir compte tous les déplacements et l'utilisation des escaliers que votre enfant fait, que ce soit à l'école, dans l'autobus ou pour se rendre à l'école ou rentrer à la maison. Donc, on a aussi les élèves marcheurs qui doivent porter le sac un peu plus longtemps. Donc, c'est assez important pour limiter les problématiques de douleur, de blessures et de favoriser une bonne posture. Un petit truc pour le transport de matériel un peu plus gros, on peut proposer à l'enseignante d'avoir un sac réutilisable un peu plus large pour les fois où il va devoir ramener des bricolages ou des objets un peu plus gros là, à la maison. Justement, on va parler de l'autonomie, comment accompagner mon enfant dans son autonomie à l'alimentation. Donc, lorsqu'on parle des repas, il y a plusieurs choses que vous pouvez mettre en place pour aider votre enfant à développer son autonomie. Par exemple, apprendre à votre enfant à manger seul, à manipuler les ustensiles, à ouvrir et fermer les contenants tels que les plats avec des différents couvercles, les bouteilles d'eau, le thermos. Donc, en choisissant aussi des contenants que votre enfant peut ouvrir et fermer seul, ça peut être facilitant et sécurisant pour lui arriver à la rentrée et à l'école. Donc, s'il n'a jamais utilisé de boîte à lunch, c'est un apprentissage qu'il doit faire. Bien sûr, il va avoir de l'aide des adultes présents dans la classe pour apprendre à gérer son repas, mais ça peut quand même être une bonne idée au début de l'aider en lui nommant qu'est-ce qui est son repas, qu'est-ce qui est sa collation, c'est quoi son dessert, juste pour lui donner un petit coup de main. Aussi, un petit truc pour se pratiquer, c'est d'avoir une boîte à lunch qu'on peut prendre là, ces temps-ci, qui fait beau et pendant l'été, pour aller faire un petit pique-nique au parc, que ce soit pour un repas ou une collation. On poursuit aussi avec comment accompagner mon enfant pour développer son goût pour l'alimentation. Donc, c'est sûr que votre enfant a besoin d'énergie pour passer une bonne journée à l'école. Il en dépense aussi beaucoup de l'énergie, donc il a besoin d'aliments nourrissants.
Voici quelques pistes de réflexion là, pour vous. Donc, en impliquant votre enfant dans le choix des aliments qui se trouvent dans son lunch, il va développer son goût là, pour l'alimentation. Ça peut être, par exemple, de cuisiner des muffins qu'il va pouvoir prendre avec lui. Il va être fier de les montrer et de les manger. Pour que votre enfant ait envie de manger son repas, c'est plus facile pour lui si ce sont des aliments qu'il connaît déjà. C'est sûr qu'il est important de continuer à l'exposer à de nouveaux aliments, mais c'est mieux quand c'est en votre présence, c'est beaucoup plus sécurisant et plus facile aussi que de se retrouver avec un nouvel aliment pour la première fois dans sa boîte à lunch. Il faut justement parce qu'il faut se rappeler que l'entrée à l'école amène beaucoup de changements, comme on nomme tantôt. Le contexte de repas est aussi très stimulant, hein. C'est beaucoup de bruit, beaucoup de distractions. C'est très différent de la maison ou du milieu de garde où est-ce qu'il était. Donc, il ne faut pas nécessairement s'inquiéter si au début de l'année, votre enfant revient à la maison avec une partie de son lunch qu'il n'a pas mangé. C'est très normal et votre enfant va s'ajuster au cours des premières semaines. Toutefois, si quelque chose vous inquiète, vous pouvez toujours en parler à l'enseignante ou à l'éducatrice du service de garde ou du service de dîner. Elles sont là pour vous accompagner. On vous a donné beaucoup d'informations et de trucs pour préparer votre enfant à son entrée au préscolaire. Donc, ce n'est pas nécessaire de tout mettre en place. L'intention était vraiment de vous donner des pistes. Revenons maintenant à nos collègues psychoéducatrices qui vont poursuivre la présentation. Merci beaucoup, Manel et Véronique, pour ces beaux partages. Alors, maintenant, par rapport à lorsqu'on parle d'être en bonne santé, on fait souvent référence à bien manger et bouger. Mais le sommeil, le repos, la récupération font tout autant partie d'être en bonne santé. Alors, c'est important que votre enfant aussi soit bien reposé pour pouvoir être disponible aux apprentissages et disposé à la vie en groupe. L'enfant de 4-5 ans a besoin d'un minimum de 10 heures de sommeil par nuit. L'Académie américaine de médecine du sommeil recommande de 10 à 13 heures de sommeil par jour à 4 ans, étant donné les répercussions du sommeil sur la qualité de vie, la santé mentale, la santé physique. Un cerveau bien reposé fonctionne mieux. Par exemple, on observe de meilleures capacités à réguler ses émotions, ses gestes, une plus grande capacité à résoudre ses problèmes et à apprendre chez les enfants qui sont bien reposés. Puis, à vrai dire, si vous êtes comme moi, quand je suis fatiguée, je suis moins patiente, moins tolérante, c'est la même chose pour votre enfant. N'oubliez pas qu'il passe ses journées en groupe, dans des espaces restreints. Et aussi, une journée à l'école, ça demande beaucoup d'énergie. Alors, à la maternelle, bien que votre enfant aura des occasions de dépenser son énergie, tout comme de se détendre quand ce sera le temps, au retour à la maison, il se pourrait bien qu'il ait encore besoin et envie d'aller jouer dehors, de bouger, tout comme d'avoir des moments calmes pour évacuer le stress accumulé au cours de sa journée ou l'agitation de la vie en groupe et ainsi se préparer à bien dormir. Ce moment de jeu calme ou actif peut aussi servir à parler de sa journée. Vous pouvez utiliser des questions ciblées à ce moment. Par exemple, raconte-moi un moment drôle de ta journée ou avec qui as-tu joué à la récréation? On vous invite à profiter de ce moment ensemble pour les aider à se décharger. Cet instant de qualité avec vous lui permet de se déposer et procure un sentiment de sécurité. Ça pourrait aussi prévenir plusieurs réactions pendant la soirée. Ce qui importe, ce n'est pas la durée du moment, le contenu de la conversation, ni même l'activité proposée, c'est vraiment la connexion, c'est ce temps privilégié avec son parent. Enfin, une routine du soir peut grandement faciliter la transition vers le dodo. Voici quelques exemples d'étapes. Par exemple, ranger ses jouets, se laver, se brosser les dents, mettre son pyjama, avoir des moments calmes, se faire raconter une histoire. D'ailleurs, au sujet des histoires, comme étant un aspect important de la routine avant le dodo, j'aimerais vous parler un peu plus de l'importance des livres. À 4-5 ans, le plus important, c'est de donner le goût de regarder, de manipuler des livres en utilisant différents médias. Le plaisir de lire, c'est un prédicteur important de la réussite scolaire de votre enfant et ça se développe en étant exposé aux histoires sous toutes leurs formes. L'histoire, elle peut être lue, racontée, inventée, animée avec des marionnettes ou des figurines. On peut utiliser un livre, des images, des circulaires, des revues, même un album photo. L'important, c'est de prendre le temps de manipuler différents médiums et cela vient stimuler la créativité des enfants.
Enfin, la qualité du contact que l'enfant aura avec l'adulte qui lui raconte une histoire, par exemple, c'est vraiment parce que c'est un moment agréable qu'il passe avec cet adulte, mais c'est aussi beaucoup plus important que le nombre de fois où on peut lire avec l'enfant. Donc, encore une fois, tout est dans la connexion. N'hésitez pas à relire plusieurs fois le même livre à votre enfant, il en fera même plus d'apprentissage. Puis, pour finir, il est aussi très important de lire dans sa langue maternelle. Si l'enfant se sent bien, qu'il a du plaisir à écouter des histoires, à regarder, à en parler aussi, il se sentira beaucoup plus capable d'augmenter ses compétences dans sa propre langue et ensuite dans une nouvelle langue. Donc, par exemple, il pourrait apprendre de nouveaux mots de vocabulaire et ça va l'aider dans l'apprentissage du français une fois rendu à l'école. Parce que les petites connexions dans son cerveau, dans sa langue maternelle, vont se multiplier. Ça va faciliter l'apprentissage dans d'autres langues, comme par exemple le français à l'école. Et je laisse la parole à Michaela au sujet des écrans. Merci, Stéphana. En fait, on va terminer notre partie en vous parlant du fameux temps d'écran. Oui, ça peut amener beaucoup de gestion. En fait, ce qu'il faut retenir, c'est que le cerveau du jeune enfant, il est en développement. Donc, il est en recherche constante de stimulation. Les recherches recommandent même aucun temps d'écran avant l'âge de 2 ans, dans le but, en fait, de permettre le plus d'opportunités de stimulation possible. Ces opportunités d'apprentissage, votre enfant les a en interaction avec son entourage. Donc, dans le jeu avec vous, dans les moments de proximité, dans vos discussions. Donc, parfois, les écrans sont une barrière à ces interactions-là qui sont, elles, une mine d'or pour le développement de votre enfant. Ce qui est aussi à considérer avec les écrans, c'est que souvent, votre enfant n'est pas appelé à bouger, à réfléchir, à s'exprimer. Donc, les écrans sont plus souvent qu'autrement une façon passive d'avoir du plaisir et non une façon active de se développer dans le plaisir. Le jeu libre serait alors toujours à prioriser pour offrir des belles opportunités d'apprentissage à votre enfant. Il y a aussi évidemment toute la question du développement des bonnes habitudes de vie qui est à considérer. Lorsque les écrans sont utilisés, ça serait intéressant d'amener votre enfant à passer d'un état qui est passif à un état plus actif devant ceux-ci. En plus, une bonne habitude à adopter pour développer, pour favoriser en fait vos interactions avec votre enfant, c'est de le rendre plus actif devant les écrans en interagissant avec lui avant, pendant et après une émission ou un jeu à l'ordinateur. Pour ce faire, vous pouvez lui poser des questions, puis l'écouter lorsqu'il vous parle de son émission ou de son jeu, l'amener à vous regarder lorsqu'il vous parle. Vous pouvez lui demander de raconter ce qui s'est passé dans l'histoire. Vous pouvez l'amener à expliquer comment il procède dans un jeu. On vous propose aussi d'y aller pour des émissions comme Passe-Partout, par exemple, qui sont des bonnes émissions pour permettre à l'enfant d'être actif devant les écrans. Bref, l'utilisation d'écran, c'est beaucoup de gestion, mais c'est surtout une belle question d'équilibre. En lien aussi avec cela, il n'y a rien de mieux pour diminuer le temps d'écran que de proposer des nouvelles activités à votre enfant. Autrement dit, votre enfant, il oubliera vite la télévision, à l'ordinateur ou la tablette s'il développe du plaisir à faire autre chose, seul, ensemble ou en étant près de vous. N'oublions pas qu'avant de pouvoir jouer seul, votre enfant, il aura besoin de se pratiquer. Votre enfant il est encore tout petit, il a tout à apprendre et vous êtes là pour lui donner accès et l'encourager à, par exemple, rencontrer et jouer avec d'autres enfants, parler, chanter, découvrir des nouveaux mots, même explorer le monde par ses 5 sens, par exemple, une activité de cherche-et-trouve à l'extérieur. De plus, pour faciliter l'accès à d'autres sources de divertissement, il peut être gagnant de prévoir un petit rangement à la maison dans lequel se trouvent plusieurs jeux, du matériel, des objets qui permettent d'avoir du plaisir. Par exemple, des casse-têtes, des jeux de société, du matériel de bricolage et de dessin, des livres, des marionnettes, etc., ce que vous avez sous la main à la maison. Pour tout dire, en fait, on l'a beaucoup nommé, mais on vous le répète, le plaisir est l'ingrédient numéro 1 pour encourager les enfants dans tous ces apprentissages. Merci, Michaela. Un de nos principaux partenaires, sinon le principal partenaire dans l'accompagnement de vos enfants, est bien le CIS de Laval. Entre autres, ils ont une équipe formidable qui est là pour nous faire découvrir tous les rendez-vous communautaires qui vous sont offerts. Donc, je laisse la parole maintenant à Marie-Ève Carpentier qui va nous parler un peu de ces organismes communautaires. Marie-Ève? Oui.
Oui, pardon, mon micro. Merci, Jacqueline. Donc, bonsoir tout le monde. En fait, donc, Marie-Ève, organisatrice communautaire à la Direction de santé publique au CIS de Laval. Donc, oui, comme Jacqueline le disait, je suis ici un peu pour vous parler des organismes communautaires qui peuvent être fort pertinents, fort utiles dans votre vie de parents et même de citoyens ou de citoyennes. Donc, là, sur la première diapo, on voit différentes ressources qui peuvent vous aider en fait à trouver des organismes communautaires. Donc, il y a le 211. Donc, le 211 il y a une ligne téléphonique, il y a un site Internet également. Puis, vous pouvez là, taper ça dans Google ou juste appeler. Puis, ça peut vous référer, en fait, vers des organismes communautaires. Donc, si vous cherchez un service spécifique, soit pour vous, pour votre enfant, un organisme communautaire famille près de chez vous, par exemple, ça peut être une super bonne référence. Il y a Trouve ta ressource aussi, qui est vraiment, 2.1, c'est à travers le Québec. Trouve ta ressource, c'est un site Internet là, uniquement pour Laval, qui répertorie, encore une fois, l'ensemble des ressources communautaires qu'il y a sur le territoire. Donc, pas seulement pour la famille, mais pour l'ensemble de la population. Donc, encore une fois, ça peut être fort utile si soit que vous cherchez des activités, des services pour vous, pour votre enfant, encore une fois, de l'aide alimentaire, toute forme, là, soit d'activité, soit de soutien, c'est répertorié sur le site de Trouve ta ressource. Donc, c'est un bon outil à consulter. Puis, finalement, Tel jeune parent, qui est une ligne aussi. Et je pense à un site web également, un site Internet qui donne des outils. Donc, des fois, en tant que parent, on ne sait plus trop quoi faire. On est confronté à certaines situations, à des enjeux. Donc, je pense que c'est vraiment là, un bel outil pour vous accompagner là, dans l'éducation, dans votre relation finalement avec votre enfant quand il arrive des situations où on se sent un petit peu plus dépourvu. Donc, on peut passer à la prochaine. Donc, les organismes communautaires famille maintenant, donc on a plusieurs organismes communautaires famille à Laval. Donc, c'est des organismes communautaires qui sont des milieux de vie, dans des milieux aussi où il y a beaucoup d'entraide, de solidarité entre les parents, où on soutient, où on peut s'impliquer aussi de différentes façons sur les conseils d'administration en tant que bénévole. Puis, il y a plusieurs services aussi. C'est sûr que chaque organisme communautaire famille a sa couleur spécifique. Il y en a qui sont exclusivement 0,5 ans. Il y en a d'autres qui sont 0,5 ans, mais qui offrent aussi des activités pour les 6-12 ans, par exemple de l'aide aux devoirs ou des activités un petit peu plus ludiques, des sorties également par enfant. Il y a beaucoup d'organismes qui offrent des camps. Donc, des fois, la semaine de relâche, on n'a pas toujours congé comme parents. Donc, les organismes communautaires peuvent offrir des camps dans ces moments-là, des camps d'été aussi. Qui peuvent être super intéressants, souvent à faible coût en plus. Donc, halte garderie aussi, là, c'est sûr que vos enfants rentrent à la maternelle, donc c'est peut-être un peu moins pour vous, mais si jamais vous avez des enfants un petit peu plus jeunes aussi, ça peut être vraiment le fun comme service. Là. Vous pouvez, si votre enfant ne fréquente pas encore un milieu de garde, par exemple, si vous ne souhaitez pas qu'il fréquente un milieu de garde tout de suite, la halte garderie peut quand même offrir un certain répit aux parents. Donc, c'est vraiment des organismes à connaître. Puis ça peut nous permettre aussi des fois de socialiser avec d'autres parents. Je pense que c'est le fun en tant que parent des fois de rencontrer d'autres mamans, d'autres papas, d'autres parents pour partager. Donc, on peut passer. Donc, vous allez voir, là, je vais vous présenter une carte tout à l'heure, mais il y a au moins un organisme communautaire famille par secteur de Laval. Donc, il y en a un près de chez vous, assurément. Bien voilà, la carte. Donc, vous voyez ici, là, c'est vraiment une carte de l'ensemble des organismes communautaires famille avec leur site Internet. Donc, par secteur, vous voyez, HOMED, Laval-Ouest, tout ça. Donc, vous pouvez la regarder un instant, puis si vous voulez peut-être écrire là, le nom de l'organisme communautaire qui correspond à votre secteur. Donc, voilà, il y en a vraiment sur l'ensemble du territoire.
Il y a aussi des concertations locales, donc c'est comme des tables de quartier. Donc, encore une fois, dans chacun des secteurs de Laval, il y a une table de quartier. Donc, ça regroupe des organismes du quartier, mais aussi des citoyens et des citoyennes. Donc, ça peut avoir comme utilité ça mobilise des citoyens et des citoyennes, mais aussi quand on a un projet, par exemple, on fait partie d'un quartier, puis on aimerait porter à l'attention un projet, ça peut être des bons lieux pour en parler. Il y a beaucoup parce qu'avant, c'était des tables exclusivement famille. Maintenant, ça couvre 0,99 ans, mais il y a quand même une couleur. Il est resté une couleur famille. Donc, il y a beaucoup de ces tables de quartier-là qui ont des comités, par exemple, enfance, des comités jeunes. Puis, chacune de ces tables aussi a des agentes, ce qu'on appelle les agentes de proximité. Donc, encore une fois, vous pouvez repérer l'agente de proximité qui est associée à votre secteur. Puis ça, c'est une personne clé, en fait, si, tu sais, là, je vous ai montré tout à l'heure le 2-1, trouve ta ressource, mais si vous souhaitez parler à quelqu'un parce que vous avez besoin d'un service, vous avez besoin d'aide, de soutien, puis vous ne savez pas trop où vous retourner, mais ces personnes-là sont vraiment excellentes pour vous diriger et même vous accompagner. Des fois, ça peut être intimidant d'aller vers un groupe communautaire ou d'aller vers un service, par exemple pour demander de l'aide ou juste pour participer à une activité. Donc, ces personnes-là, vraiment, elles sont super utiles pour vous référer vers le bon lieu, vers le bon service, puis vous accompagner également là, aux besoins si c'est ce que vous souhaitez. Puis, il y a de ces personnes-là aussi qui ont un rôle de mobilisation. Donc, il y a une foule d'activités là, auxquelles ils peuvent vous mobiliser. Puis, c'est souvent ces personnes-là qui sont mises aussi à profit, par exemple, pour les fêtes de quartier, les fêtes de la famille, tout ça. Ça passe par les tables de quartier. Donc, c'est des lieux à connaître. Puis je vous encourage, quand vous voyez ça passer, là, à y participer. C'est souvent des super beaux événements, encore une fois, qui permettent de rencontrer là, les gens de son quartier, puis aux enfants aussi de socialiser avec d'autres enfants. Là, j'ai beaucoup parlé des parents, mais pour les enfants aussi, tous ces lieux-là sont super enrichissants là, pour la socialisation. On peut passer à la prochaine, les bibliothèques. Donc, si vous ne connaissez pas les bibliothèques de Laval, c'est vraiment des super endroits. Ils offrent, on le sait, traditionnels prêts de livres, de documents audiovisuels, mais aussi des jeux. Il y a des bibliothèques qui offrent même le prêt d'instruments de musique. Il y a un accès à des postes informatiques. Vous pouvez accéder à Internet. Puis, il y a vraiment une super belle programmation. Là. Il y a des heures du compte. Il y a aussi certaines bibliothèques comme la bibliothèque multiculturelle qui a une ruche d'art, donc vraiment une pièce, un endroit où faire de l'art plastique. Donc, l'enfant peut développer un projet, y aller, puis il y a vraiment beaucoup, beaucoup de matériel à sa disposition. Donc, c'est vraiment, informez-vous, regardez la bibliothèque, repérez la bibliothèque de votre quartier, puis allez jeter un coup d'œil, là, parce qu'il y a vraiment des super belles activités pour les enfants, pour les familles. Ils ont souvent une programmation spéciale, par exemple, à la semaine de relâche, par saison également. Et puis, si vous avez des ados aussi, il y a vraiment des belles activités pour les tout-petits, pour les enfants du primaire, mais aussi pour les adolescents du secondaire. Donc, je vous encourage, là, c'est des lieux à connaître et à fréquenter. Ville de Laval, donc le 3-1. Si vous avez des questions là, sur évaluation foncière, taxes, règlement, permis, environnement, etc. Si vous repérez aussi dans votre quartier des choses qui fonctionnent moins bien ou que vous souhaitez attirer là, leur attention sur certaines choses, si vous voulez connaître les journées de collecte, avoir un pack de recyclage, etc. Donc, tu sais, vraiment 3-1, puis eux, ils vont vous diriger vers le bon service, là, parce que c'est pas évident. Comme le 6, la Ville de Laval, c'est une grosse machine, une grosse institution. Donc, vous pouvez composer le 3-1, puis ils vont vous diriger là, vers le bon service. Puis encore, pour la Ville de Laval aussi, il y a dehors.laval.ca. Donc, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais souvent, on voit des affiches là, dans la ville qui est dehors cet été ou dehors cet hiver. Il y a vraiment beaucoup, puis là, je me souviens, puis je pense que c'est Véronique, en tout cas, il y en a une tout à l'heure qui a nommé ça, là, qui avait beaucoup d'activités dans les parcs.
Mais c'est vrai, il y a une panoplie d'activités organisées dans les parcs. Il y a aussi de plus en plus des bacs, des prêts d'équipements sportifs qui vont être offerts aux citoyens. Donc, encore une fois, soyez à l'affût de ce qui se passe dans les parcs. Puis, la ville offre aussi des camps estivaux, puis pour la semaine de relâche, donc peut-être l'année prochaine pour vos enfants. Les places partent très vite, donc je vous encourage à rapidement, au mois de mars, là, aller sur le site de la ville, puis vous inscrire au camp de jour de la ville, c'est des super bons camps de jour, c'est des moniteurs certifiés, puis les coûts aussi sont beaucoup moins grands que des camps de jour offerts là, par des organisations privées. Événements dans les parcs. Donc, tantôt, j'ai parlé, par exemple, les fêtes de quartier, tout ça. Donc, il y a beaucoup de choses qui se font dans les parcs. Puis l'été, il y a vraiment une belle programmation, là, des théâtres à ciel ouvert, de la musique. Il y a plein de choses, là. Donc, allez voir sur le site, sur dehors.laval.ca. Vous allez avoir toute l'information. Bien évidemment, aréna, piscine, puis terrain de basket, etc. Et on a une infolettre au 6, donc on a infolettre pour la petite enfance, famille. Donc, on fait appel là, aux organismes, mais aussi aux institutions qui nous envoient leurs activités. Donc, une fois par mois, on publie une infolettre qui est destinée à la communauté finalement, là. Donc, on la diffuse auprès des groupes, auprès des institutions, mais aussi auprès des parents via les écoles. Donc, je ne sais pas trop comment vous pourriez faire pour vous inscrire, mais peut-être, oui, je pense est-ce qu'on peut cliquer pour avoir, ou je pourrais mettre mon courriel je vais mettre mon courriel dans le chat si jamais vous voulez vous inscrire à l'infolette, vous pourriez m'inscrire. M'écrire. Je suis fatiguée. Merci. Non, mais Marie-Ève, on l'a mis dans la conversation. Oui, super. Le lien. Puis, puis je vous rappelle tout le monde que tous les liens seront déposés sur le site du Centre de services scolaires de Laval un petit peu après le 15 mai. Merci beaucoup, Marie-Ève. Merci. Ça fait plaisir. Merci. Moi, je vais juste vous rappeler un petit rappel rapidement que vous allez recevoir par votre école les outils Je me prépare pour la maternelle qui sont vraiment des clés en main, des petites activités à faire justement pour préparer nos copos à notre rentrée qui s'en vient bientôt. Aussi, un autre petit rappel, et le dernier, après ça, on va prendre les questions. Lynn, si tu veux changer la diapositive, c'est pour la passerelle. Dans les dernières semaines, vous avez sans doute reçu, c'est pas la passerelle, ça, mais vous avez sans doute reçu dans les dernières semaines la passerelle de votre service de garde. Aussitôt qu'ils vous la remettent, c'est important de la rapporter à l'école pour que l'on puisse, nous aussi, juste avoir une petite idée du portrait de votre enfant. On aime bien ça, lire les portraits avant pour savoir bien préparer notre accueil pour que ce soit à leur hauteur. Donc, sur ce, nous allons passer à la période de questions. Tu peux arrêter l'enregistrement, Valérie. Et puis, donc, tantôt, j'avais déjà une maman qui me demandait